Bonjour les amis, c'est le vôtre habitué de médias, Félix Kaninda Chilongo, l'archange, diplomate humanitaire et environnemental, expert des droits de l'homme, ambassadeur de paix, juge de paix et aumônier international, colonel-major de l'aumônerie. Et aussi un officier supérieur à la retraite depuis 2001. Je suis heureux de recevoir le journaliste David Mbouy. Il m'a demandé que nous puissions parler sur notre terre. Ce qui se passe, je ne sais pas moi si je dois déjà m'étaler. Effectivement, papa, vous pouvez déjà. Tout à fait. Vous devez savoir, mon frère, que une terre, c'est l'élément de votre origine. La terre est l'élément d'origine de tout humain. Nous sommes tirés de la terre. Ce que vous êtes doit correspondre à la terre où vous êtes tirés. Et nous, en tant que Congolais, nous sommes tirés de cette terre. Cette terre, anciennement appelée par les Occidentaux EIC, État indépendant du Congo. C'est-à-dire, à partir de l'Angola, RDC, Congo-Brazzaville, Gabon, et quand vous allez comme ça, vous avez Burundi, Rwanda, Ouganda. Ça, c'est ça la cartographie de notre terre. C'est-à-dire, nous sommes des Bantous. C'est à l'homme tiré de cette terre-là de la protéger, de la défendre. Car c'est cette terre-là, étant par son sous-sol, votre richesse, par son sous-sol. Et c'est ce sous-sol qui vous correspond à la puissance sur l'échiquier, sur le plan mondial. C'est ce sol qui vous donne de valeurs correspondantes. Nous, par exemple, notre sous-sol contient l'uranium. Ce qui prouve qu'à suffisance que nous devrions en principe être la grande puissance du monde, parce que les États-Unis sont la grande puissance du monde à cause de notre uranium. Et aujourd'hui, par la haute technologie et technique stratégique, les États-Unis, l'Europe sont de grandes puissances, mais c'est à cause de notre sous-sol. C'est ce que nous devions être pratiquement. Le cas de l'Est de la République démocratique du Congo. Un homme qui ne sait pas prendre soin de la terre que Dieu lui a donnée, c'est un inconscient. C'est un irresponsable. Il est un corrompu. Un homme qui ne sait pas défendre sa terre, un homme qui ne sait pas, il est malheureux, il est pauvre, comme le peuple congolais l'est en cet instant. Nous vivons dans la trahison.
Parce que nous ne sommes là qu'à nous trahir les uns les autres. Vivre dans la méfiance les uns les autres, avoir confiance à ceux-là même qui nous ont rendu ce que nous sommes. À cause de notre propre terre. Et on nous a ravi toutes ces choses par la haute technologie. La haute technologie de nos propres richesses du sous-sol. Vous voyez un peu ça, ce que ça fait? Les Congolais se laissent corrompre et laisser sa terre dans l'occupation étrangère. Et lui, il est pauvre. Il se contente de haïr son frère. Il se contente de trahir son frère. Il se contente de parler à mal les uns les autres et blanchir les blancs, blanchir les étrangers, parler en bien des Rwandais, parler en bien de ceux qui viennent, de ceux qui se rebellent, les appuyer, les soutenir, sans même avoir honte. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent facilement corrompre. Et vous savez comment on corrompt les Congolais? Tout le monde est souillé. Le Congo est corrompu à 99%. Juste, quand vous avez une bourse pour l'Europe, tout ce que vous allez faire là-bas, on vous enfonce la corruption. Quand vous retournez ici, c'est pour être contre votre frère. Au Congo, on vous corrompt juste quand vous êtes nommé à un poste. Les mêmes jours, vous recevez un coup de fil de l'étranger, des États-Unis, de l'Union européenne, de l'OTAN. On vous dit que voilà votre numéro de compte en telle banque, en telle banque, en telle banque. Du coup, vous avez 15 millions de dollars. Voilà comment on est recruté. Et dès lors que vous commencez, vous occupez votre poste, vous commencez à travailler, consciencieusement, vous êtes déjà corrompu. Ça, ce sont les nominations à tous les niveaux. C'est ça le système des Occidentaux, le système de la communauté internationale, le système de l'OTAN. Tous les domaines confondus. On vous nomme commandant de la ville, on vous nomme chef d'état-major. Tout de suite, vous avez un coup de fil de l'étranger. Je sais ce que je dis. Et c'est des sources sûres. Il y a tant d'années, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis le temps de Mobutu. Chaque président, chaque ministre, chaque gouvernement, juste après la nomination, vous recevez un coup de fil. Certainement que ce n'est pas tout le monde qui accepte, mais un petit nombre qui n'acceptent pas, ils doivent s'attendre à leur mort. Ou on vous tue. Ou alors, vous pouvez avoir aussi des stratégies, comme Tshisekedi le père, comme il pouvait nous dire que Zouambongo, il savait ce qu'il disait. C'est-à-dire que sur Zouambongo Abatu, à l'offre place nayo, kobande suko zongele pas batouana te bakenoko bomayo. Voilà pourquoi ces pays, c'est ce système-là, la corruption, avec les femmes rwandaises, les femmes ougandaises. Si vous avez une femme rwandaise, quand elle est chaude, elle sait que si je rencontre mon mari, si je rencontre un homme, je vais voir un enfant. Pendant qu'elle est votre femme,
elle va prendre son frère rwandais et donner naissance à un soi-disant 100% congolais de père et de mère, comme vous l'avez toujours dit. Or que cet enfant-là, tous les enfants dont leurs mères sont des Rwandaises, ils sont à 100% rwandais. C'est ça le système. Je sais ce que je dis. Ça, c'est la corruption. Et tout ça, il y a un système à toutiser les Congolais. Et c'est ce système-là que je suis en train de dévoiler. Et quand on vous toutise, c'est pour que vous puissiez travailler pour le compte de la République des volcans, qui est la République dans une république, mais qui est rwandais avec pour président Kagame depuis qu'il est entré dans le pouvoir après Mobutu. Parce que l'homme à abattre, c'était Mobutu pour que Kagame puisse devenir un deuxième président de ce pays. Mais sa république, il la dénomme République des volcans. Et a pour capitale Goma. Goma ici, ce n'est pas la cartographie de Goma, mais Goma ici, c'est à partir de l'Ituri jusqu'au lac. C'est ça la capitale de la République des volcans. Et le premier président de cette république était Mobutu, imposé par la CIA et les États-Unis. Et la République des volcans a un gouvernement. La République des volcans a une police. La République des volcans a une armée. La police, l'armée, le gouvernement est tiré des 9 républiques, les 9 pays limitrophes de ces pays. Ce sont eux qui fournissent la police, qui fournissent l'armée pour maîtriser le Congo, pour s'aimer la terreur et pouvoir demeurer à voler les richesses du sous-sol de l'Est. Après Mobutu. Parce qu'avant Mobutu, il ne pouvait pas le faire. Nous avons vaincu, nous avons une armée puissante. Depuis 40-45, Sayo, Maenge, ainsi de suite. Et ici, tout autour de nous, depuis Baki, depuis Seki, depuis Basi de Kitona, avec les flecs, Kabinda, nous les avons vaincus chaque fois qu'ils voulaient juste nous voler un pan de notre sol et de notre terre. Nous les avons toujours boutés dehors. On a bouté les Kabindés, les flecs dehors avec les fantassins que nous étions en son temps à Kitona. Nous avons repoussé chaque fois que les Angolais voulaient nous tirer un pan de sol ou de terre. Nous sommes une armée reconnue puissante. Pas tout ce que les gens sont en train de raconter aujourd'hui. Nous avons combattu depuis le Bas-Congo jusqu'à 80 km de Luanda pour donner le pouvoir à Holden Roberto et les autres de FNLA. Front National de la Liberté de l'Angola.
j'ai fait partie, moi qui vous parle, de tous ces affrontements-là. Ils ont voulu s'emparer du Katanga, Chaba en son temps. Je faisais partie de la 8e promotion de l'EFO. Nous sommes allés terminer la guerre de 80 jours. Nous les avons boutés dehors. Vous savez ce qui s'était passé. Une année après, en 1978, ils sont encore revenus à Kolosi. Là, j'étais de la 31e brigade para 7, 311e bataillon. Nous sommes allés là-bas, nous les avons boutés dehors. Il y a eu des guerres d'agression. Kabila le père venait voler de l'or. Moi, je l'ai combattu par 2 fois. Je l'ai chassé par 2 fois à Manono. Quand il venait voler l'or de Kilomoto, il me connaît, même là où il est, en enfer. Nous avons eu des guerres d'agression. Et là, ce sont les Ougandais qui venaient par Aru, Ariwara, Kumuru, ainsi de suite. Et nous sommes allés à Bunia. À partir de Bunia, l'état-major, nous les avons boutés dehors. C'est en 1979. Mais plusieurs fois, ils sont venus. Nous les avons toujours boutés dehors. Nous sommes allés soutenir Sassou Nguesso pour les retourner au pouvoir. Nous étions chez les Ntoumi là-bas, avec l'artillerie et les Angolais. C'est cette armée ici. Et nous voyons tous ces gens se moquer de nous aujourd'hui. L'Angola s'est moqué de nous. L'Ouganda s'est moqué de nous. La petite Rwanda ici s'est moqué de nous. Les Congolais en face s'est moqué de nous. Tous les pays africains à qui nous avons apporté l'aide, l'assistance, nous sommes morts pour eux. Moi, je suis allé au Tchad, 81, 82, 83, 84. Je connais la ville d'N'Djamena, depuis le pont Chogoua jusqu'à Farsha, jusqu'aux antennes là-bas. Et de Massaguet à Ati, Kunzuru, Abéche, Fayalajo, jusqu'à la bande d'Aouzou. Je parle le Gouran, le patois de Kougnou Edey et de Hissène Abré. Vous voyez, ça c'est l'armée congolaise, mes chers amis. Nous sommes allés au Gabon. Quand le petit avion Cessna était tombé dans la forêt, c'est nous, de la 31e brigade para, avec en son temps, lieutenant et puis capitaine Mayele, major, pour aller sauver la vie à un seul rescapé qui était le président, le défunt président gabonais Omar Bongo. Et il nous avait payé en son temps 20 000 francs CFA. C'était la valeur en son temps de $100. Par personne. Par personne. Donc nous avons une armée puissante, mes chers amis. Ce n'est pas tout ce que vous racontez là. Vous vous laissez tout simplement au système occidentaux de pouvoir vous corrompre avec la haute technologie, vous corrompre avec votre sous-sol, avec les matières de votre sous-sol, et de vous corrompre avec votre propre puissance, de vous corrompre avec votre propre conscience. Et là, vous êtes là, celui-là s'en prend au président, le président s'en prend aux militaires, et non. Ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir avec ça. Voyez-vous? C'est ça le peuple congolais. Tous, ils se trahissent pour vivre dans une peur bleue. Une méfiance totale pour ne pas se prendre en charge et finalement se confier aux étrangers. Et vous vivez dans la division,
pour finalement dépendre de ces étrangers-là. Vous voyez un peu ça? C'est ça le problème. Aucune personne n'a la vision. Tout président qui passe, depuis après Mobutu, il n'a pas de vision, parce que pour avoir le pouvoir, vous devez d'abord répondre à la table des Occidentaux, représentés par Kagame et les 9 pays limitrophes. Chaque président après Mobutu, Kabila le père est passé là-bas pour devenir ici. Est-ce que AFDL, ils avaient la puissance pour affronter l'armée congolaise? Non. C'est le peuple de l'Est qui a toujours été corrompu. Il trouve bon de vivre avec les Rwandais, avec les Ougandais, comme quoi chez eux il n'y a rien, alors que ce qu'ils vont chercher là-bas, c'est ce que les Rwandais, les Ougandais et les Burundais à son temps, les Kenyans, hein, ainsi de suite, tiraient ici. Voilà la chose, l'attraction qui fait que les Congolais de l'Est, ils veulent bien être Tutsi que d'être Congolais. Parce qu'ils sont déjà dans le système. Tout Congolais vit sans vision. Tout celui qu'on nomme dans le gouvernement, juste après là, dès qu'il reçoit l'argent, vous ne trouvez pas que chaque fois qu'il y a quelqu'un qu'on nomme, et après, quand il fait quelque chose, contrairement à la vision des Occidentaux, à la vision de l'OTAN, à la vision de l'Union européenne, à la vision de Kagame, on dit qu'on gèle ses biens. Quel sens? Alors qu'ici, un officier congolais a difficile à atteindre 1000 $. Mais dès lors qu'il y a une marche ici, et qu'on jette de l'eau chaude ou quelque chose comme cela, ou une balle perdue, quelqu'un meurt, on dit que ces généraux-là, dès lors, on commence à geler ces biens, on commence à geler. D'où a-t-il tiré ça? Ce sont les biens qu'on vous donne juste après votre nomination. On vous donne autant 5 000 $, 5 millions de $, et ainsi de suite. Et on vous donne des visas pour votre femme, et ainsi de suite. Et ce sont ces choses-là. Est-ce qu'il y a vraiment un général ici, il y a vraiment un colonel ici qui peut avoir de biens à geler à l'étranger? Si ce n'est le bien que l'étranger vous donne quand vous êtes nommé. Voyez-vous un peu? Donc, tout le monde travaille sans vision pour ce pays. Quand vous venez au pouvoir, vous venez avec une vision étrangère, une vision des ennemis de ce pays, de ce peuple. Un président qui vient, un chef de l'État, mais qui ne préside pas. Vous avez déjà dans votre constitution des articles verrouillés que vous trouvez. Et ce sont les étrangers qui défendent cela, avec la complicité des Congolais. À titre d'exemple, lors de la conférence nationale souveraine, c'est à ce moment-là qu'on devrait changer la constitution. Mais c'est avec la complicité des catholiques, comme vous le voyez aussi. Chaque fois on veut quelque chose pour changer cette constitution, vous verrez les sommets de l'église catholique congolaise s'élever. Mais au lieu de s'élever même dans leur cathédrale, non, ils s'élèvent pour laisser leur cathédrale où ils ne sont pas capables de pouvoir convaincre leurs croyants, mais ils laissent leur cathédrale pour aller convaincre les étrangers. Et chaque fois qu'ils rencontrent ces gens-là, ils ressortent avec des enveloppes. Si on vous disait combien ils reçoivent quand ils vont voir Nanga, quand ils vont voir Kagame, quand ils vont voir le président tel, quand ils vont voir ils vont en France, quand ils vont en Belgique, si on pouvait vous dire l'enveloppe, dévoiler ces enveloppes-là,
C'est pourquoi vous voyez, tout ce que vous racontez, oh monseigneur ceci, oh cardinal ceci, ils ne vous croiront pas. Ils travaillent pour cela. Depuis la conférence nationale souveraine. C'est pourquoi, à l'issue de cela, il n'y avait rien. C'est l'Église catholique. Chaque fois que vous verrez le chef ecclésiastique catholique s'élever, c'est juste pour ne pas permettre à ce que notre gouvernement ait une vision. C'est pour ne pas permettre au président de ne pas présider. Ça a toujours été comme cela. Nous avons un pays dont les autorités, dont les dirigeants, même s'ils en avaient une vision, mais dès lors qu'ils vont commencer à travailler, ils n'auront que la vision des États-Unis, la vision de l'OTAN, la vision de l'Union européenne, etc., etc. Mes chers frères et sœurs, donc, je vous dis ces choses pour vous ramener à la conscience, pour ne pas travailler avec plusieurs horizons. Les gouvernements avec son horizon, les hommes, les religieux avec leur horizon, les scientifiques avec leur horizon, et ainsi de suite. Vous n'avez jamais, ici, on n'a jamais eu une vision commune. Quand le président dit ceci, on vous dira que non, il faut écouter aussi Fayoul. Il faut aussi écouter celui-ci. Et aujourd'hui, on vous demande même d'écouter aussi Kagame. On vous demande, on vous oblige d'écouter aussi des Nanga. Vous voyez un peu? Et il y a des Congolais inconscients. Il y a des Congolais dont leur tête, c'est la merde. Et qui soutiennent. Mais vous n'entendrez aucun jour un Rwandais soutenir, ne pas soutenir, ou alors parler en mal de Kagame. Mais suivez vos communications ici. Les communications des Congolais qui sont à l'étranger, qui sont au pays. Combien ils parlent à mal de leur président? Combien ils parlent à mal des Congolais comme eux? Comment ils se contredisent? Vous voyez un peu ça? Et tout le monde a l'art de brouiller les choses. Tout le monde a l'art de brouiller les choses. Votre intelligence artificielle, c'est de brouiller tout simplement votre propre vision, de brouiller votre propre espace pour permettre à l'ennemi de s'occuper de votre pays, de s'occuper de vos peuples, ainsi de suite. Même les peuples congolais de l'Est est vraiment devenu la haute technologie des Occidentaux, des Occidentaux et des systèmes ennemis. Ils vont demander au gouvernement, ils vont demander à l'armée, quittez ici, laissez-nous, nous ne voulons pas que le sang coule. Et puis après, vous condamnez le président, vous condamnez l'armée que nous n'avons pas une bonne arme. Quand vous-même, vous savez comment vous détournez l'armée, vous leur dites que nous ne voulons pas que le sang coule. Mais écoutez, la guerre c'est quoi? La guerre c'est tuer. La guerre c'est détruire. La guerre ce n'est pas une compassion. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas une négociation. Moins encore, il n'y a pas de diplomatie dans la guerre. Il n'y a pas de diplomatie militaire. Oh non, ça n'existe pas. Si cela existait, nous n'aurions pas gagné toutes les guerres que nous avons effectuées avant ces régimes moribonds. Si nous avons gagné la guerre contre l'Angola qui voulait s'emparer vers le 23e parallèle, chaque fois qu'il venait, nous prenions un avion, nous parachutons là-bas, le long de la frontière, et nous les chassons.
Nous les avons chassés à maintes reprises. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de diplomatie militaire. C'est la guerre. Et la guerre, c'est tuer. La guerre, c'est détruire. Même Dieu lui-même, en guerre avec Satan, le sang a coulé. Comment vous pouvez être une grande puissance et ne pas accepter que le sang coule? Comment vous pouvez avoir la paix si le sang ne coule pas? Dieu, pour nous donner la paix, pour donner la paix aux croyants, le sang a coulé. C'est son propre sang. Mais comment vous pouvez dire que non, non, si nous allons, nous les combattons à Goma, nous allons tuer les Gomatraciens, si nous allons les combattre à Bukavu, les nôtres vont mourir. Mais la guerre n'a pas son sens là. La guerre n'a pas son sens. Là où il y a la vie, il y a la mort. On ne peut pas parler de la vie sans parler de la mort. Comment vous avez une paire bleue? Non, vous n'avez pas une paire bleue parce que les présents corrompent, parce que vous êtes corrompus. C'est la corruption qui vous amène à dire que non, non, je ne vais pas tuer mes frères. Mais eux vous tuent pour occuper la terre. Alors, un homme qui ne sait pas défendre sa terre, c'est un homme mort. Et une femme qui ne sait pas défendre sa terre, c'est une femme morte. Un peuple qui ne sait pas prendre soin de soi en protégeant sa terre, c'est un peuple qui sera effacé. Comme on a déjà effacé l'Est du pays. Et vous le voyez bien. Et vous les acclamez. J'ai vu même les gens à Goma acclamer ces gens-là. J'ai vu les gens à Bukavu acclamer ces gens-là. Et avant même qu'ils ne viennent, ils sollicitent même le gouvernement, ils sollicitent le président de la République, les autres autorités pour dire que non, nous négocions, nous voulons qu'il aille négocier parce que nous ne voulons pas du sang. Mais en négociant, le sang a coulé ou le sang n'a pas coulé? Pourquoi continuerez-vous toujours à dire que nous ne voulons pas que le sang coule alors que le sang coule à votre détriment, à votre honte? Vous continuerez comme ça jusqu'à quand? C'est ça la question que je vous pose. Je pose à tout le monde, je la pose à tout le monde. Je la pose au président de la République, je la pose au Premier ministre, au gouvernement, à tous ces militaires qui se trouvent là, qui sont tous corrompus. Et ce sont les chefs qui sont corrompus, pas les troupes. On corrompt d'abord le peuple s'adresse par le trichement des chefs, des généraux, pour leur dire que prenez l'argent, quittez, laissez ces gens ici. Et quand la troupe va voir, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et ici, on ne corrompt que les chefs. On ne corrompt que les autorités. Quand maintenant il faut faire la guerre, toutes les autorités, comme ils sont corrompus, ils vont dire non, non, la médiation. Il n'y a pas de médiation militaire. Dans la guerre, il n'y a pas de médiation. Il n'y a pas de diplomatie militaire. Non, il n'y en a pas. Même pour le chef de l'État, parce qu'il est le commandant suprême, il ne peut pas aller faire la diplomatie pour ce qui est de la guerre. Il doit laisser la guerre se faire. Il n'a pas un mot à dire, des injonctions à donner aux militaires. Non, ne tirez pas, ne faites pas ceci. Ça ne serait pas un commandant suprême. Mobutu était un exemple. Il est descendu sur le terrain, habillé, en camouflé, avec son fils, le petit, qui a un nom kassaïen là. Non, Mobutu était descendu avec son fils qui avait 5 ans, habillé tout en tenue. C'est ça un commandant suprême. Un commandant suprême n'a rien à voir avec la diplomatie militaire. Les militaires sont formés pour la guerre. Les militaires sont formés pour tuer. Tuer tout celui qui est en face de lui. Comme c'est le cas de Nanga et de tous ces gens-là. Ce ne sont pas des Congolais. Un Congolais ne peut pas aller en guerre avec un autre Congolais. Non. Tout celui qui traverse de l'autre côté
d'office. Même au niveau des affaires étrangères, il faut pas le passeport. Et c'est à ce moment-là qu'on peut attaquer n'importe qui, n'importe quoi. La guerre. Voilà un peu, en quelques mots, ce que je voulais dire. Donc, nous devons avoir une vision. Une vision, c'est-à-dire une intelligence. Une vision, c'est-à-dire une connaissance. Une vision, c'est-à-dire une conception. Hein? Une intelligence congolaise. Une conception congolaise. Une puissance congolaise. Une politique congolaise. Hein? Une solution congolaise. Parce que le problème est congolais. La solution doit être congolaise. Comment vous promenez le regard inquiet? Oh non, nous allons là-bas, nous allons aux États-Unis. Il n'y aura pas de solution. Quand vous allez aux États-Unis, c'est pour ajouter un problème à un autre problème et vous en aurez deux. Dès lors que vous en aurez deux, c'est pour en avoir une vingtaine, une centaine et des milliers de problèmes. Mais quand vous allez chercher à trouver une solution ici, la solution ici, ce n'est pas de rester ensemble, oh, nous voulons trouver. Non, non, c'est d'aller faire la guerre d'abord. La médiation peut intervenir après la guerre. Les négociations peuvent intervenir après la guerre quand chacun est dans son sol. C'est-à-dire les Rwandais, ils sont chez eux, les Ougandais, ils sont chez eux. C'est alors que nous, on peut trouver un terrain. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous sommes restés qu'avec 2 minutes. Votre petit mot de la fin pour ceux qui ont eu l'occasion de vous suivre devant notre caméra de Dema Magazine. Voilà. Ce que j'aimerais vous demander, mes chers frères et sœurs, si nous voulons la paix, nous devons d'abord nous-mêmes nous tenir main dans la main. Si nous ne pouvons pas nous tenir main dans la main, si nous ne pouvons pas nous regarder en face avec amour, nous ne gagnerons pas tout le pan de terre, tout le territoire là. Fermons d'abord nos yeux les uns les autres et allons comme des aveugles, comme si on ne se connaissait pas, mais on se dit tout simplement que celui à qui je tiens la main, c'est mon frère. Et quand on arrive là-bas, on fait la guerre. C'est après la guerre que nous pouvons nous retrouver ensemble pour dire, bon, cherchons maintenant la paix. Parce que nous avons déjà la paix nous-mêmes dans nos cœurs. Et mais c'est alors que... Parce que vous ne pouvez pas donner la paix. Si vous ne pouvez pas vous la donner vous-même. C'est ça le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous nos téléspectateurs qui ont eu l'occasion de suivre ces numéros. Merci aussi à vous, papa, pour votre disponibilité. Merci à tout le monde qui aime cette magazine, Dema Magazine. Et on se retrouve au prochain numéro. Bye.